Géopolitique, Marie-France Chatin. Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. Nous sommes à Grenoble où se tient la 8e édition du Festival de Géopolitique dans les murs de Grenoble École de Management. Une édition placée sous le thème des dynamiques africaines. L'Afrique, c'est aujourd'hui plus d'1 milliard d'habitants, près de 2,5 milliards dans 40 ans, 30 millions de kilomètres carrés, soit un quart des terres émergées, 54 pays, 4,5% du produit intérieur brut mondial, 3 pays sur les 54, le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte qui réalisent à eux seuls plus de la moitié du PIB continental, c'est dire les grandes inégalités. Un continent dont le poids dans les échanges mondiaux reste faible et où la croissance peine à se transformer en développement faute de réformes. Une terre de crise qui en font le continent des ingérences extérieures. L'Afrique est la zone où se déroule plus de la moitié des opérations onusiennes de maintien de la paix. Les désordres africains conduisent-ils l'Afrique au seuil du gouffre ou du rebond? C'est la question pour nos invités. Sylvie Brunel, géographe, professeure des universités à Paris-Sorbonne, auteur de nombreux ouvrages dont le dernier, L'Afrique est-elle si bien partie, aux éditions Sciences Humaines. Bonjour. Bonjour Marie-France Chatin. Christian Bouquet, professeur émérite à l'université Bordeaux-Montaigne et chercheur au laboratoire Les Afriques dans le monde de Sciences Po Bordeaux. Bonjour. Bonjour. Nicolas Normand, directeur adjoint de l'Institut des hautes études de la défense nationale et ancien ambassadeur de France au Mali, au Congo et au Sénégal. Bonjour. Bonjour Marie-France. Et Jean-Marc Huissou, organisateur du festival et directeur du Centre d'études en géopolitique et gouvernance de Grenoble École de Management. Bonjour. Bonjour. Analyse et prise de position sur l'Afrique aussi, entre afro-optimisme en vogue depuis le début des années 2000, mais qui a tendance à diminuer, et afro-pessimisme, position plus classique, deux visions qui se heurtent. Sylvie Brunel, quelle est la vôtre ? Elle est à mi-chemin, c'est-à-dire que l'Afrique est sur une trajectoire plutôt encourageante quand on se fonde sur les métropoles littorales, quand on se fonde sur un certain nombre de secteurs d'activité. Il y a une véritable effervescence, un bouillonnement du continent. En même temps, quand on regarde l'ampleur des inégalités, le délaissement des régions périphériques, la rancœur des jeunes qui se sentent délaissés pour compte, il y a de quoi s'inquiéter. Nicolas Normand, vous partagez ? Je partage en partie ce diagnostic, c'est-à-dire que moi je suis afro-optimiste pour de nombreux États africains parce qu'ils ont résolu beaucoup de problèmes. Après une longue période de stagnation, en gros de 1960 à 2000, il est vrai que les chiffres actuels montrent une croissance forte, mais ça s'explique bien parce qu'ils ont désormais de meilleures politiques économiques, ils se sont désendettés, ils ont résolu pas mal de problèmes, notamment les conflits sont beaucoup moins nombreux aujourd'hui qu'avant. Mais il y a certains pays africains qui ne partagent pas cette chance de développement économique. En réalité, la situation est de plus en plus contrastée. On peut dire qu'il y a 4 catégories de pays. Un très petit nombre où ça va très mal, les États faillis. À l'autre extrême, des États très performants qui sont également peu nombreux. Et au milieu, vous avez 2 grandes catégories. Des États qui s'améliorent beaucoup, c'est la majorité. Et un dernier groupe d'États encore fragiles qui sont au début de leur processus de redressement ou bien qui vont se détériorer aussi. Alors on détaillera. Christian Bouquet, vous êtes afro-optimiste, afro-pessimiste ? J'aurais tendance à dire plutôt afro-pessimiste parce qu'en tant que géographe, je cartographie un certain nombre de choses. Et lorsque je cartographie, par exemple, les camps de réfugiés, les camps de déplacés, et que je quantifie ces millions de personnes qui ont été chassées de chez eux par des conflits, ou lorsque je cartographie les territoires qui ne sont plus tout à fait ou plus complètement contrôlés par les États, c'est-à-dire qui sont des zones grises, des débuts d'États faillis, j'ai une carte qui est assez préoccupante, mais ça, c'est les risques de mon métier. Jean-Marc Huissou. Oui, alors je suis un peu dans la synthèse de tout ce qui vient d'être dit. C'est une question de granularité aussi. Comme le disait Sylvie Brunel, il y a des zones littorales qui connaissent des améliorations très sensibles de leurs indicateurs économiques et socio-économiques et sociaux. Mais l'existence même de ces foyers d'amélioration rapide draine les ressources qui manquent pour irriguer un développement territorial plus équilibré, attire des populations en surnombre par rapport au réel potentiel sociaux que présentent ces zones. Et donc, il y a un aspect qui n'a pas encore été évoqué, c'est que c'est la croissance très forte et l'amélioration très rapide d'un certain nombre de zones qui est aussi un facteur de déstabilisation pour un certain nombre de pays ou un certain nombre de régions. C'est-à-dire que la stagnation entraîne évidemment
indélitement, mais la progression trop rapide et mal coordonnée dans les différents aspects de ce que le développement peut vouloir dire crée elle-même aussi des difficultés. Donc on est un petit peu à choisir entre des déstabilisations dues à une amélioration localisée et puis des déstabilisations dues à la stagnation, voire à la régression de certaines zones. Sylvie Brunel, pour ce qui est des faiblesses de l'Afrique sur lesquelles on peut passer peut-être un petit moment maintenant, la question qui me vient, c'est est-ce que ces faiblesses ont changé depuis les indépendances ? Alors, l'émergence a avivé les rancœurs parce que les inégalités n'ont jamais été aussi fortes. Depuis les indépendances, vous savez, au moment des indépendances, les États africains se sont tous engagés dans des régimes de parti unique avec des États forts qui tenaient leur légitimité des soutiens extérieurs. À la fin de la guerre froide, on a imposé aux Africains, aux pays africains, à la fois de se démocratiser et d'adopter des plans de rigueur dans le cadre de la crise de la dette. C'est ce tournant à la fois politique et économique, qui a fait entrer l'Afrique entre 1991 et 2001 dans une décennie extrêmement difficile où se sont multipliés les conflits internes. 35 pays en guerre sur 54, avec des Nations Unies omniprésentes, des ONG. L'Afrique est devenue le grand territoire de déploiement des ONG et de la compassion internationale. Et puis, il y a eu les attentats contre les ambassades américaines de Dar es Salaam en Tanzanie et de Nairobi au Kenya en 1998, qui ont annoncé ceux du 11 septembre 2001 et qui ont fait prendre conscience au monde qu'on ne pouvait pas laisser ce continent en proie à la désespérance et au chaos et qu'il fallait tolérer des régimes forts, d'autant que la Chine regardait l'Afrique avec des yeux de chimène. Elle était très intéressée par les matières premières de l'Afrique, elle est d'ailleurs toujours très intéressée. Et aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que les présidents africains ont le choix entre de multiples interlocuteurs. Il n'y a plus une espèce de chasse gardée et ils sont convoités, ils peuvent jouer de diverses appartenances, de diverses sources d'investissement, d'autant que l'Europe, qui est la première donatrice de l'aide humanitaire, a délié son aide et que les Africains, aujourd'hui, passent énormément de contrats avec les Chinois, les Indiens, les Turcs et toutes les puissances émergentes du Sud. Donc cela a changé totalement la donne. On n'est plus dans un face-à-face, mais en même temps, les États ont eu tendance à délaisser leurs régions périphériques. Et ce sont dans les régions périphériques que l'on a les situations les plus graves. Tout l'arc sahélien, l'arc sahélien c'est une zone d'effondrement, mais il rencontre aussi ce que les géographes appellent la diagonale du vide, qui est une diagonale qui prend en écharpe le continent, où les densités de population sont faibles, mais les matières premières extrêmement importantes. Donc, autant les façades littorales sont attractives, autant l'intérieur souffre d'un véritable syndrome de mal-développement. Christian Bouquet. Oui, alors je rebondis peut-être un peu sur la notion d'État fort dont parlait Sylvie à l'instant, en disant on a quand même l'impression que l'Afrique a peut-être besoin d'États forts pour mieux se développer. Alors là, on est tout autour de la question de la démocratie, et c'est vrai qu'à l'occasion des débats sur les troisièmes mandats, on s'est aperçu que dans certains cas, parlons de Kagame, puisqu'on peut commencer à entrer dans les détails, au Rwanda, voilà. Kagame au Rwanda, il valait peut-être mieux qu'il reste un peu plus longtemps parce qu'il était garant de la stabilité. Et puis dans le cas de son voisin du Burundi, Nkurunziza, on s'est dit que lui, non, il n'était pas fréquentable. Il fallait vraiment lutter contre le fait qu'il voulait absolument se maintenir au pays. Alors ça m'entraîne à parler de la démocratie en général et du fait que s'il y a un secteur dans lequel il semble qu'on progresse, c'est dans le secteur de la démocratie. Reste à savoir si, comme on en a déjà parlé au cours de ce festival et comme on en parlera encore, si le concept démocratique qu'on a imposé au continent a vocation à l'universel et qu'il ne mériterait pas une petite adaptation au continent africain. Alors, progrès de la démocratie, Nicolas Normand, je vous passe la parole. Il est vrai aussi que l'année 2016 est une année, Christian Bouquet, je parle sous votre contrôle, particulièrement importante, en tout cas avec des élections assez nombreuses. 16 élections sur le continent 17 africain. élections qui s'ajoutent aux 10 de l'année 2015, ça fait 27 États, donc la moitié des 54 pays. 54 pays sont allés aux urnes entre 2015 et 2016. Alors, je ne pensais pas parler de la démocratie aussi vite dans l'émission, Nicolas Normand. Alors, ce qui rend afro-optimiste pour une bonne partie des pays africains, mais pas tous,
C'est deux choses, essentiellement. D'abord, les changements de politique économique. Il faut quand même insister là-dessus. Pendant 40 ans, de 1960 à 2000, il y a eu quand même beaucoup d'expérimentations, de flottements, beaucoup de régimes, par exemple, qui étaient inspirés par l'URSS après les indépendances. Donc, toutes ces expériences, on en a tiré un bilan. Et aujourd'hui, il y a un certain consensus sur ce que doit être une bonne politique économique. Il y a eu l'effort des ajustements structurels qui a produit des fruits. Il y a eu le désendettement et un assainissement de la situation économique. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est le point politique. Les États et les démocraties ont progressé en Afrique. Certains disent que ce sont des structures importées. En fait, moi, je pense que ce sont des structures fondées plus sur la raison que sur la culture. Et donc, étant rationnelles, elles sont adaptables à toutes les sociétés. Elles ne mettent pas en avant une communauté particulière, un groupe particulier, une culture particulière. Avec des nuances, bien sûr, parce que dans un État, dans une démocratie, vous avez des structures, mais vous avez aussi un contrat social. Et dans le contrat social, vous retrouvez un peu plus d'éléments subjectifs propres à la sociologie, à l'anthropologie, propres à chaque pays africain. Mais il est certain que l'État fonctionne de mieux en mieux en Afrique, alors qu'il a très mal fonctionné. On a parlé d'État politique du ventre, d'État patrimonialiste, etc. Ça existe encore, mais ça s'améliore. La gouvernance s'améliore et la démocratie progresse. Alors la démocratie, il y a eu beaucoup de flottements. Faut-il... alors ce régime est-il adapté ou non? Moi, je pense aussi que c'est un régime fondé plus sur la raison que sur la culture. Et qu'en plus, la culture africaine n'est pas du tout contraire à la démocratie. Il y avait des traditions de discussion. Il n'y avait pas des traditions de dictature spécialement en Afrique. Donc la démocratie fonctionne, correspond aux souhaits de la population, que ce soit dans les pays démocratiques, que ce soit dans les dictatures qui existent encore assez nombreuses en Afrique. Dans les deux cas, la population souhaite plus de démocratie. Les sociétés civiles sont de plus en plus actives, intervenantes, dynamiques. Et ça contribue au progrès de la gouvernance. Donc ça fait partie des raisons d'être optimiste. Alors il y a une dernière raison qui est très importante, la troisième, c'est que contrairement à une idée reçue, il y a de moins en moins de guerres et de conflits armés et de violences même en Afrique. Les statistiques sont très claires à ce sujet. Il y a un économiste américain qui s'appelle Strauss qui a fait des études là-dessus. Il compare l'Afrique subsaharienne à toutes les autres régions en développement. Il dit qu'il y a de moins en moins de guerres en Afrique, qu'il n'y en a jamais eu plus en Afrique qu'au Moyen-Orient ou qu'en Asie, et que ces guerres sont de moins en moins meurtrières, de plus en plus courtes. Aujourd'hui, une large partie de l'Afrique est pacifiée. Vous avez simplement des guérillas sur des zones effectivement périphériques qui ne menacent plus les capitales, sauf dans 2 ou 3 États faillis. Dans la plupart des pays, on a largement résolu ce problème de la violence et de la guerre. Ça, c'est important à savoir. Alors, la question sera de savoir aussi s'il n'y a pas une certaine perméabilité entre ce qui se passe au Proche et Moyen-Orient avec l'Afrique. Jean-Marc Wissou, sur cette question posée aux 4 invités concernant les lignes de faiblesse et... Sur la question démocratique proprement dit, il faut constater quand même qu'un certain nombre de facteurs ont changé par rapport à la période des indépendances. Les sociétés civiles, on l'a dit, sont beaucoup mieux organisées, elles sont surtout beaucoup mieux formées. Les États disposent d'élites administratives, techniques ou économiques beaucoup plus nombreuses et mieux à même aujourd'hui de prendre en main des dimensions nationales dans ces différents secteurs. Il y a évidemment aussi un certain nombre de pressions internationales qui ont fait leur effet. Les différents accords auprès du programme des Nations Unies, notamment sur les droits de l'homme, sur les droits de la femme, sur les droits de l'enfant, font leurs effets. Après, il faut évidemment nuancer avec énormément de différences d'une région à l'autre. On parle de traditions démocratiques. Il y a souvent effectivement des traditions de recherche de consensus. Il y a souvent de la démocratie, mais à un niveau infra-étatique, en particulier en Afrique de l'Ouest et sahélienne. Il faut maintenant que ça s'inscrive dans les cadres nationaux et il faut évidemment que disparaissent les mauvaises habitudes citées suite à la décolonisation de classes politiques effectivement un peu patrimonialistes, disons d'anciens régimes, mais qui, c'est vrai, ont tendance à s'affaiblir et on peut espérer les voir à peu près disparaître d'ici une quinzaine ou une vingtaine d'années, même si évidemment on n'est pas prophète sur ces questions-là. Par contre, la question des inégalités, la question des frustrations, y compris liées au développement qui n'est pas assez rapide pour certains et qui est trop inégalitaire pour beaucoup, sont des questions qui peuvent remettre en cause cette évolution
dans les années qui viennent également, ici et là, parce qu'elle risque de favoriser aussi des populismes, des tentations de renforcer l'État pour éviter justement des violences sociales et politiques de grande ampleur. Donc on a un gros point d'interrogation par rapport à ça. Il y a des signes positifs, il y a des facteurs plus solides aujourd'hui pour établir ce type de fonctionnement des sociétés en Afrique, notamment subsaharienne, que par le passé, mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. La démocratie n'est pas encore garantie 100% sur facture comme étant la modalité d'avenir des pays africains. Alors, Sylvie Brunel, je souhaiterais qu'on rebondisse sur ce que disait Nicolas Normand quant à l'amélioration de la gouvernance en Afrique. Dans votre ouvrage « L'Afrique est-elle si bien partie ?», vous évoquez ce prix Mo Ibrahim qui a été mis en place il y a un certain nombre d'années. En 2007. Et qui a du mal à trouver des candidats. Oui, le prix Mo Ibrahim récompense un chef d'État qui accepte de quitter le pouvoir volontairement après avoir mené de la bonne gouvernance. Ce qui ne veut pas d'ailleurs dire qu'il a forcément mené des politiques redistributives ou égalitaires, mais en tout cas, il a fait de la bonne gouvernance. Et depuis 2007, c'est-à-dire depuis près de 10 ans, il n'a pu être décerné que 4 fois. Pourquoi ? Parce que dans la plupart des pays, ce que nous avons, c'est ce qu'on appelle de plus en plus des démocratures ou des pétrodémocratures, c'est-à-dire des pseudo-démocraties, mais le président qui est au pouvoir accapare tous les moyens d'information, de propagande, les chaînes de télévision, les stocks alimentaires, ce qui rend quand même très difficile aux opposants de réussir à trouver leur place. Alors, il y a des pays qui pratiquent un véritable jeu démocratique, le Sénégal, le Bénin et bien d'autres. Mais il y en a beaucoup dans lesquels la démocratie n'est qu'un simulacre. J'ajouterais, pour relativiser aussi ce que disait monsieur l'ambassadeur, que des taux de croissance de 10% ne veulent rien dire quand les PNB par habitant sont inférieurs à 1 000 $ par an, ce qui est le cas sur 27 pays sur 54. Donc 10% de taux de croissance sur 1 000 $, c'est peanuts. Si vous faites le... D'ailleurs, ça tombe bien puisqu'on parle de l'Afrique. Et par ailleurs, quand on regarde les plans Sénégal émergent, Cameroun émergent, etc., on se rend compte qu'ils ont été faits à la photocopieuse par McKinsey, comme les précédents plans d'ajustement structurel avaient été faits à la photocopieuse par les institutions financières internationales. Donc si l'Afrique se nourrissait de mots, tous les Africains seraient obèses. Le problème, c'est que l'Afrique est très forte en rhétorique, que quand vous écoutez les chefs d'État, tout est parfait, puis quand vous allez sur le terrain, vous vous rendez compte que c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est 2/3 des gens dans les villes qui vivent dans des bidonvilles. Quand on dit que la classe moyenne africaine fait 300 millions de personnes, il faut voir qu'il y a 200 millions de personnes qui ont entre 2 et 4 $ par jour, c'est-à-dire des gens qui sortent à peine de la pauvreté, qui ont peur du déclassement. Et comme vous avez dit tout à l'heure, Marie-France, qu'il y avait 1,2 milliard d'habitants en Afrique, ça veut dire que tout le reste, c'est-à-dire 900 millions de personnes, vivent encore pauvrement et vivent pauvrement dans des campagnes qui sont dégradées parce que malgré les grandes déclarations, l'agriculture n'a pas fait l'objet de véritables politiques de soutien agricoles. Donc, bien sûr, c'est toujours le principe de la bouteille à moitié vide, à moitié pleine, etc. Mais les défis qui sont à relever pour ces gouvernements sont colossaux. Il faudrait des gouvernements qui soient véritablement inspirés, qui soient d'ailleurs démocratiques ou non démocratiques. Et souvent, l'inspiration manque, il faut bien le dire. L'inspiration, elle est là pour redistribuer aux copains. Nicolas Normand, je sens que vous souhaitez réagir. Non, mais... Lui, il est ambassadeur, c'est normal, il faut qu'il dise du bien. Alors, pas du tout. Non, actuellement, je ne suis pas ambassadeur dans un pays africain. Oui, mais vous allez y revenir, donc il faut quand même qu'on puisse vous renommer quelque part. Non, pas du tout. C'est mon dernier poste et il est à Paris. Et il ne dépend pas du Quai d'Orsay. Donc, il n'y a pas de problème. Je suis tout à fait objectif et je dis vraiment ce que je pense. Alors, en fait, d'ailleurs, je ne vous contredis pas là-dessus. Il faut savoir que pendant 40 ans, il y a eu des études faites par des économistes américains très précises. La progression, le taux de croissance par habitant en Afrique a stagné, a été de 0 de 1960 à 2000. On observe effectivement un changement assez fort à partir de 2000 et depuis 15 ans, nous avons de forts taux de croissance en Afrique. Mais à cause de cette longue période de stagnation, l'Afrique part de très bas, effectivement, comme vous le dites justement. La proportion de personnes vivant avec moins de 1,25 $ par habitant, c'est-à-dire le seuil de l'extrême pauvreté selon la Banque mondiale, est de 40% en Afrique. C'était 60% en Afrique subsaharienne. C'était 60%
effectivement il y a quelques années, donc ça progresse, mais les progrès sont lents parce qu'on part de très bas. Cela étant, il faut voir les tendances, et les tendances sont quand même, sauf dans quelques cas, le Sahel en particulier, dans certains pays du Sahel, mais les tendances sont quand même très positives. Je maintiens ce que je dis, de moins en moins de conflits, une gouvernance qui s'améliore, une démocratie qui s'enracine de plus en plus et qui progresse. Alors, les exemples que vous citez sont vrais, mais il faut voir la tendance. Il y avait beaucoup plus de démocrature, de pétro-démocrature, tout ce que vous voulez. Au début, il y en a de moins en moins. Il y a de plus en plus de sociétés civiles et de gouvernements responsables. Donc, il y a quand même une amélioration, il faut le dire. Voilà. Géopolitique, nous retrouvons nos invités Sylvie Brunel, Christian Bouquet, Nicolas Normand et Jean-Marc Huissou dans quelques instants. À tout de suite. Je vous fais laisser la pub, on monte sur la table. Alors, non, il n'y a pas de donc, pub chez nous. On ne peut pas leur dire faire un peu de pub. Pour votre livre. Alors achetez tous L'Afrique est-elle si bien partie, mais ce n'est pas à la librairie parce qu'il y avait 3 exemplaires. Et il n'y en a plus. On va repartir sur moi avant de parler des défis et de ce qui attend l'Afrique. J'aimerais à l'écoute de ce que vous avez dit reprendre cette question que j'évoquais avec vous tout à l'heure. C'est finalement qu'est-ce qui a marché en Asie et qui n'a pas marché en Afrique. C'est normal, j'ai étudié ce genre de sujet, oui. Mais en tout cas, Marie-France, on n'est pas du tout d'accord. Je dis nous, je parle de Christian, mais je n'ai même pas concerté. On n'est pas du tout d'accord sur le fait qu'il y ait moins de conflits. Oui. Il y a des études économétriques, absolument. Vous ne connaissez pas les études de M. Strauss? Oui, mais alors Léo Strauss. tout dépend le point de référence. Vous savez, c'est comme la détérioration des termes de l'échange. Tout dépend à quel moment on met le curseur. Ces études sont tout à fait importantes. De toute façon, c'est une évidence. Moi, quand j'ai commencé ma carrière au Quai d'Orsay, il y avait des conflits partout en Afrique. Toute l'Afrique australe, le Mozambique, l'Angola, la Namibie, toute la côte occidentale de l'Afrique, la Sierra Leone, le Libéria, etc. étaient en guerre. Vous avez commencé en 91, juste après. J'ai commencé en 80, dans les années 80. Et il y avait des conflits partout en Afrique. Aujourd'hui, il n'y a presque plus de conflits en Afrique. Ils sont extrêmement faibles. Enfin, ils sont beaucoup moins nombreux et beaucoup moins intenses et beaucoup moins meurtriers. Peut-être qu'on va peut-être recommencer sur les visions. Ouais. Les chiffres des réfugiés et des déplacés, c'est l'indicateur le plus... L'indicateur, c'est le nombre de morts. Il y a des statistiques là-dessus. Il y a un institut. Il y a un institut. Il y a un institut à Oslo qui tient des statistiques très détaillées sur les conflits sur la planète. Bon. Et il a une base de données. Il faut pas rester. Il ne faut pas rester dans la subjectivité et les impressions. Il y a des études objectives, il y a des bases de données là-dessus, il y a eu des études quantitatives de fait. Alors, c'est d'ailleurs une tendance mondiale, il y a de moins en moins de morts et de conflits sur la planète. Bon, mais ça, c'est une réalité également. Mais c'est particulièrement remarqué en Afrique. Le nombre de morts par an diminue chaque année pratiquement en Afrique. Voilà. Vous partez en voyage et vous traversez d'Alger jusqu'à Abidjan en voiture, et si vous rentrez vivant, je vous croirai. J'ai pas dit que ça avait disparu, j'ai dit qu'il y en a moins. À pied dans les villes africaines. J'ai pas dit que ça avait disparu. Il y a des zones d'insécurité. Bon, on va démarrer là-dessus, sur vos visions contradictoires. Moi, ça m'intéresse. Je pense que les étudiants aussi, enfin, je ne sais pas. En mais... Afrique du Sud, qui n'est pas un pays en guerre, vous avez un nombre de morts dû à la violence qui n'est pas politique, à la violence criminelle, qui est très important. Oui, ces monstres que les Sud-Africains font des statistiques que d'autres pays africains ne font pas sur cette question. C'est un des pays les plus violents du monde. Voilà. C'est pas une guerre. C'est peut-être dangereux de se balader dans certains coins à Johannesburg. Géopolitique, Marie-France Chatin. Géopolitique, regard sur l'Afrique depuis le festival de géopolitique qui se tient ce week-end à Grenoble. Nous retrouvons nos invités Sylvie Brunel, géographe, professeure des universités à Paris-Sorbonne et auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier « L'Afrique est-elle si bien partie » aux éditions Sciences Humaines. Christian Bouquet, professeur émérite à l'université Bordeaux-Montaigne et chercheur au laboratoire Les Afriques dans le monde de Sciences Po Bordeaux. Nicolas Normand, directeur adjoint de l'Institut des hautes études de la défense nationale et ancien ambassadeur de France au Mali, au Congo et au Sénégal. Et Jean-Marc Huissou, organisateur du festival et directeur du Centre d'études en géopolitique et gouvernance de Grenoble, école de management.
Nous avons évoqué dans la première partie de l'émission les lignes de faiblesse avec cette question, est-ce qu'elles ont changé en Afrique, les lignes de faiblesse depuis les indépendances? Ce qu'on sent, c'est finalement des visions assez opposées entre les uns et les autres, avec pour les uns plus de croissance, pour les autres meilleure gouvernance ou moins bonne gouvernance, moins ou plus de conflits. La question qui me vient, c'est, je me tourne vers vous, Christian Bouquet, comment est-ce que finalement on peut expliquer des visions aussi heurtées, tout en étant, somme toute, assez urbaines. Mais voilà, comment est-ce qu'on peut expliquer ces jugements opposés sur un même continent? Je pense qu'en partie, il y a un élément dont on a un petit peu parlé, mais dont il va falloir impérativement parler parce que c'est au cœur du débat, c'est le problème démographique. On a commencé à avoir un malentendu entre les afro-optimistes et les afro-pessimistes, essentiellement autour du problème démographique. Certains disant, bon, l'Afrique a beaucoup d'enfants, c'est une richesse. Et puis petit à petit, et notamment depuis le livre de Mikhaïlov, on a levé le tabou sur la question et on commence à dire, bon, la transition démographique, il faudrait la faire. Elle est en cours, et même si elle est faite, il faudra trouver pas mal de paramètres pour que tous ces jeunes s'intègrent dans une économie mondialisée. Et moi, la grande inquiétude que j'ai, alors vous allez dire, je suis vraiment l'avocat de l'afro-pessimisme dans votre émission, mais la grande inquiétude que j'ai, c'est que, comme le disait Sylvie Brunel à l'instant, l'agriculture et le monde rural en général ne sont pas prêts à absorber ces dizaines, voire ces centaines de millions de jeunes, parce que le modèle agricole qu'on va mettre en œuvre sur les terres africaines dans les années qui viennent, et on le voit déjà se profiler, c'est des grandes propriétés avec très peu de main-d'œuvre. Donc on va avoir des paysans chassés de leurs terres, et ils sont nombreux, ils représentent 50% de la population africaine, chassés de leurs terres sans perspective. Ils vont aller s'entasser dans les grandes métropoles, et là je crois que nous avons une véritable bombe à retardement, dont on n'a pas encore mesuré l'impact, qui confirme l'idée que, même s'il y a quelques signes comme ça qui sont encourageants dans l'évolution africaine, il y en a un qui m'inquiète énormément, c'est celui-ci. Alors effectivement, c'est 1 milliard supplémentaire d'Africains qui seront là en 2050. C'est évidemment beaucoup. Ce que met en avant Christian Bouquet, c'est la question agraire en Afrique. Jean-Marc Huissou, un commentaire? Je crois que l'essentiel vient d'être dit. Effectivement, on a une énorme population rurale qui se déplace sur le continent vers les villes dans des conditions de déplacement d'une part et d'accueil dans les zones urbaines qui sont pour le moins critiques, qui quittent les campagnes par désespoir ou forcés par des réformes agraires faites un petit peu à la hussarde dans certains cas, pour se retrouver au bout du chemin, non pas devant l'espoir, mais devant des formes de désespoir encore plus forts, concentrés, en rupture avec les systèmes de résilience et de solidarité habituels. C'est effectivement une bombe politique, sociale et économique et humanitaire absolument phénoménale. Là, on a vraiment un gros problème. Nicolas Normand. En fait, ce problème démographique, il est ambivalent, c'est-à-dire il peut produire des choses positives ou négatives, ça dépend exactement de la situation. Une des raisons pour lesquelles l'Asie du Sud-Est a eu des résultats économiques bien supérieurs à l'Afrique subsaharienne, sur 40 ans, plus 3,5 points de croissance de différence, c'était dû aux raisons démographiques. C'est-à-dire qu'en Asie du Sud-Est, enfin pas seulement, mais c'est une des raisons, c'était dû au fait qu'ils ont eu un dividende démographique. Le dividende démographique, c'est quand la population active est supérieure à la population inactive, ce qui veut dire quand il y a une démographie forte qui assez rapidement se freine, s'arrête. Donc on a beaucoup de jeunes et peu de naissances. Alors, le problème est de savoir si, en Afrique subsaharienne, on va ou pas rentrer dans la transition démographique, et les choses ne sont pas claires, ne sont pas nettes actuellement. Pour l'instant, on n'est pas rentré dans cette période de transition démographique dans les pays du Sahel en particulier. Et nous avons en même temps, dans cette région, les plus forts taux de natalité du monde. Par exemple, au Niger, nous avons plus que 7 enfants par femme, 7,6 je crois. Et quand on interroge les femmes nigériennes, elles pensent que l'idéal de la famille, c'est 9. Donc, on est loin d'avoir résolu ce problème de la transition démographique. À ce moment-là, il va y avoir une surpopulation dans une zone très pauvre. Et que vont devenir tous ces jeunes ? Il est vrai qu'il y a 12 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année en Afrique subsaharienne, et que dans la région du Sahel, il n'y a pas d'emploi. Pour qu'il y ait des emplois,
il faut, pour que la démographie soit positive, il faut premièrement réduire les naissances et avoir cette supériorité du nombre d'actifs par les inactifs. Et ça ne suffit pas. Il faut aussi que ces jeunes soient formés, éduqués, ce qui n'est pas encore le cas, surtout dans le Sahel. Et il faut une troisième condition, c'est que l'économie, la politique économique soit bonne et crée des emplois. Il faut en fait 3 conditions. Donc réduction de la natalité, formation et bonne politique économique. Et tous les pays n'ont pas ces 3 conditions. Alors, je reviens vers la notion de l'agriculture que vous évoquiez, Sylvie Brunel. L'un des problèmes essentiels en ce qui concerne l'Afrique, et c'est l'une des différences justement avec l'Asie, c'est le problème du foncier. La terre appartient à l'État en Afrique. Oui, vous avez 3 régimes fonciers qui se superposent en Afrique. Aux indépendances, la terre, l'État a décrété qu'il était propriétaire de la terre. Vous avez, et qu'il le concédait à des communautés rurales qui en avaient un droit d'usage, un droit coutumier. Et puis vous avez la propriété de droit romain que nous connaissons avec la propriété privée. C'est d'ailleurs ce qui autorise les États africains à allouer d'immenses superficies de terre à des investisseurs extérieurs. Donc ces régimes fonciers sont extrêmement complexes. On le voit bien, par exemple, quand les villes, dans l'extension des villes, qui donnent lieu à des négociations foncières sans fin. Mais vous voyez, cette année, l'Afrique renoue avec les crises alimentaires. La FAO nous a dit que c'était le seul continent où il y avait encore près d'un quart de la population qui souffrait de la faim. C'est de la malnutrition liée à la pauvreté. Mais cette année, à cause du phénomène El Niño, on se rend compte qu'un certain nombre de pays qu'on considérait comme émergents, comme par exemple l'Éthiopie, comme l'Afrique du Sud, sont confrontés à des crises alimentaires dont on se demande comment ils vont parvenir à les surmonter, parce que ce délaissement des régions périphériques et des ruraux, quand la raréfaction de la nourriture produite apparaît, ça met à jour toutes ces inégalités, tous ces manques. Alors, il y a quelque chose de très paradoxal sur le continent africain. Moi, là, je rentre de Dakar. J'étais au cercle des économistes de Dakar. Quand vous êtes dans des villes, quand vous êtes dans des lieux très avancés, vous pouvez avoir le sentiment que tout va bien en Afrique. Vous avez des jeunes qui sont comme les jeunes qui sont en face de nous, qui sont extrêmement brillants, qui sont affûtés, qui ont des moyens financiers, qui vont aller étudier partout à l'étranger, Et puis, vous sortez, vous partez dans les quartiers défavorisés, vous partez dans les campagnes, et là, vous voyez des jeunes qui ne trouvent pas leur place. Alors, ces jeunes qui ne trouvent pas leur place, il faut savoir qu'en Afrique, il y a 2 tiers de la population qui travaille dans le secteur informel. Le secteur informel, c'est formidable pour permettre aux gens de ne pas mourir de faim. C'est un formidable amortisseur des inégalités. Mais entre l'informel et le criminel, la marge est très faible. Et partout, vous avez des prédicateurs qui profitent de ces années de désespérance pour aller voir ces jeunes, pour leur proposer le mode de vie Kalachnikov, pour leur proposer de trouver une place dans ces sociétés. Ce qui fait que même dans les vitrines littorales, etc., vous pouvez avoir du jour au lendemain des attentats. Il suffit d'une poignée de jeunes. On l'a bien vu à Ouaga, à Niamey, à Bamako, à Grand Bassam récemment. Et cette insécurité des êtres, c'est aussi une insécurité politique, une insécurité économique. Les investisseurs dont on a parlé, les investissements en Afrique sont en train de baisser. Ils se réorientent vers les pays développés, moins 35%. La dette dont parlait M. Normand. L'Afrique s'est endettée grâce à l'initiative Pays pauvres très endettés, vous savez, qui avait été mise en place par le FMI. Mais elle se réendette. Elle se réendette à l'égard de la Chine. On est de nouveau à 40% des PIB. Donc, tout dépend du point de départ avec lequel vous faites la comparaison. Au moment des indépendances, de 1960 à 1980, l'Afrique a des taux de croissance très très élevés. À partir de 80 jusqu'à 90, elle rentre dans la crise de la dette. Il y a les ingérences économiques avec les plans d'ajustement structurel. Entre 1990 et 2000, elle rentre dans les conflits liés à l'imposition extérieure de la démocratie. Et là, on est dans une ingérence humanitaire. Depuis 2000, on est dans une espèce d'ingérence militaire sur fond de venez faire des affaires en Afrique, on vous sécurise les territoires. Mais c'est pas comme ça qu'un continent qui par ailleurs est extrêmement diversifié, parce que 54 pays, vous l'avez dit, un quart des terres émergées, on ne peut pas non plus tout mettre dans le même sac. Donc cette Afrique, elle est très plurielle, mais vous avez à l'intérieur des foyers de déstabilisation qui menacent l'émergence globale du continent. Christian Bouquet. Oui, je voulais juste revenir sur une chose à propos de l'exemple asiatique sur lequel vous vous interrogez, Monsieur Normand, et le lien avec le développement. Il y a une chose qu'il faut souligner, parce qu'on l'a peut-être complètement perdu de vue, c'est que l'Inde et la Chine avaient pratiqué des politiques antinatalistes drastiques.
et sans que personne ne proteste, sauf les organisations de défense des droits de l'homme. Mais le résultat, il est là, c'est qu'aujourd'hui, ces deux pays-là sont naturellement bien plus au-dessus du niveau de développement que la plupart des pays africains. Oui, mais pardon, je voudrais quand même dire quelque chose. Quand un pays se développe, la natalité tombe très vite. Et c'est le cas, par exemple, regardez le Rwanda. Le Rwanda, après le génocide, le Rwanda, c'est quand même un pays qui a connu des choses absolument terribles. Il y avait 8 enfants par femme, comme le Niger. Aujourd'hui, il est sur une volonté d'émergence avec un régime fort, mais un régime qui lutte contre la corruption, qui a remis les gens au travail, etc. On est tombé à moins de 4 enfants par femme. Alors, c'est pas encore effectivement parfait, mais ça veut dire que dans les villes, quand les femmes ont accès à l'éducation, quand les familles ont de l'espoir pour leurs enfants, que les enfants, c'est pas seulement une main-d'œuvre, on peut les envoyer faire des études, elles réduisent la taille, comme ça s'est passé dans le monde entier. Il n'y a pas pour moi une exception africaine. Il y a juste un décalage africain, un retard africain. Et si au Niger, comme d'où le citait M. Normand, c'est un record, c'est parce que le Niger est resté extraordinairement pauvre. Donc vous êtes dans un système qui est un système du passé. Mais c'est aussi un système de l'avenir parce que malheureusement les pays du Sahel effectivement ne font pas partie de ces pays qui se développent rapidement. En tout cas pour le Mali et le Niger, ils ont beaucoup de difficultés. Et donc il faut quand même traiter cette question de natalité avant d'attendre les résultats du développement économique qui induisent une réduction de la natalité. Mais ce n'est pas le seul problème. Les pays d'Afrique ont pris du retard au début aussi à cause de leur passé, notamment de l'esclavage. C'est important. Il y a eu des études américaines, notamment le professeur... Arrêtez de citer les Américains, on est meilleurs qu'eux. Ce sont eux qui ont étudié, malheureusement, pour nous, le mieux les causes du sous-développement africain. Les connaissances sont diffusées grâce à leur maîtrise des systèmes d'information. Voilà. Mais les Français je vais citer le meilleurs professeur de Harvard qui s'appelle Nathan Nunn. Il a fait une étude économétrique sur l'effet de l'esclavage sur le retard africain. Il a pris toutes les statistiques de la traite transatlantique, il l'a comparé avec les ethnies d'origine, les pays d'origine, et il a établi que les pays les plus pauvres aujourd'hui sont ceux où il y a eu le plus gros prélèvement d'esclaves et que c'était à l'époque les pays les plus riches. Donc ça fait partie des problèmes. Pour expliquer la différence de développement entre l'Afrique et l'Asie, il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte aussi que les États avaient une plus grande tradition en Asie, que la colonisation a été plus brève en Asie. Donc il y avait des handicaps. Il y a aussi des handicaps géographiques à l'Afrique. Vous avez 35% de la population africaine qui vit dans des pays enclavés et 1% seulement dans le reste du monde en développement. Donc il existe des handicaps qu'il fallait relever. Mais le principal handicap, c'était aussi, je l'ai dit tout à l'heure, les mauvaises politiques économiques qu'ont suivi un certain nombre de pays africains qui n'ont donc pas permis de surmonter ces problèmes. Aujourd'hui, les choses changent. Maintenant, pour revenir à la démographie, notamment du Sahel, là, il y a un problème majeur. Et que vont devenir tous ces jeunes dans le Sahel? Normalement, il devrait y avoir une soupape qui est l'émigration. L'Afrique du Sud s'est fermée à l'immigration, la Côte d'Ivoire s'est fermée à l'immigration, l'Europe, n'en parlons pas, elle est fortement fermée aussi. Et donc, là, la situation est vraiment périlleuse. Que proposer à des jeunes qui n'ont pas de formation, parce que l'école fonctionne mal, qui sont très nombreux, qui sont dans des pays sans ressources? Vont-ils être des mercenaires de groupes trafiquants, terroristes, extrémistes religieux? Est-ce qu'ils ont d'autres choix que cela, etc. La question mérite d'être posée et c'est devenu une priorité aujourd'hui. Alors justement, pour parler de l'avenir de l'Afrique, on abordera la question des élites, mais je vous passe la parole d'abord, Jean-Marc Huissou, en réaction à ce qu'il vient de dire. Très rapidement, il y a un élément qui, je crois, n'a pas été apporté, c'est que ce soit en Asie comme en Europe précédemment ou en Amérique du Nord, la transition démographique a accompagné la transition industrielle et économique et les États ont été très acteurs dans les politiques d'hygiène et de santé publique en même temps qu'ils ont été très acteurs dans la structuration justement des tissus économiques et sociaux. En Afrique, on a eu évidemment un effondrement des taux de mortalité, même s'il reste plus élevé qu'ailleurs, notamment à la naissance, grâce aux politiques de santé et aux politiques humanitaires menées en général de l'extérieur, mais ça n'a pas été accompagné, ça n'a pas accompagné chronologiquement, je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça n'a pas été accompagné chronologiquement parlant par des politiques d'aménagement du territoire au point de vue industriel, urbain, infrastructurel et sociaux, comme ça a été le cas et en Asie du Sud, en Asie de l'Est
et effectivement auparavant en Europe. Donc on a effectivement là un décalage dans le momentum du développement. Et passé un certain stade, l'afflux massif de gens sans qualification ou sans perspective d'emploi quand ils ont des qualifications, ce qui est peut-être d'ailleurs encore pire d'un point de vue du risque politique, ne peut plus être absorbé ni par simplement le transfert de capacité d'emploi d'un pays à l'autre par la migration, ni évidemment par les efforts souvent très localisés de construction d'un tissu économique fiable. Et puis il faut rajouter une autre chose, c'est que vous parliez tout à l'heure, vous disiez 2 tiers de la population travaille dans le secteur informel. Tout l'objectif des programmes des Nations Unies, des actions des ONG, de la conception même qu'on a du développement est de rendre mesurable l'activité économique et sociale des individus, c'est-à-dire de marchandiser des choses qui ne l'étaient pas, mais qui constituaient des systèmes de distribution, de solidarité et à minima de résilience des sociétés, notamment dans le milieu rural, qui n'existent plus aujourd'hui. Et il n'y a rien pour les remplacer, en tout cas rien à une échelle suffisante. Et c'est là, je rejoins complètement Sylvie Brunel et Monsieur Bouquet sur l'alerte démographique et surtout sur l'alerte du lien démographie, inégalité, déstructuration, notamment par l'exode rural. Sylvie Brunel, ce sera peut-être la dernière question pour les uns et les autres. Comment voyez-vous l'avenir et qu'est-ce que l'on peut dire au jour d'aujourd'hui du rôle des élites aujourd'hui en Afrique et quelle part prennent-elles dans ce qui se passe Alors les élites africaines sont très brillantes, hein. Il ne faut pas les mettre dans le même sac. Vous avez des élites africaines qui ont fait les meilleures écoles, qui savent exactement ce qu'il faudrait pour leur pays. Maintenant, quand vous avez énormément de jeunes à scolariser, à éduquer, à former, qu'une partie de ces jeunes repartent à l'étranger, hein, c'est l'exode des cerveaux, c'est difficile pour vous. Et les seuls pays qui peuvent s'en sortir durablement, c'est ceux qui mènent, alors c'est le terme mais maintenant qui est à la mode chez les bailleurs de fonds, ce qu'on appelle la croissance inclusive. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a pensé que ce qu'on appelait le ruissellement allait marcher en Afrique. Il fallait miser sur les zones les plus performantes et puis ça allait bénéficier à l'ensemble de la population. C'est pas vrai, ça crée des économies d'enclave, le continent reste très dépendant du prix du pétrole et des matières premières et en ce moment, du coup, il subit évidemment une chute. Mais les pays qui arrivent à se mettre sur des trajectoires fortes, où ils arrivent à redresser leur situation, sont des pays qui s'industrialisent, qui diversifient leur économie et qui s'occupent de leurs ruraux en leur garantissant un revenu, parce que à ce moment-là, on crée un marché intérieur, on crée une confiance. Il faut recréer de la confiance, il faut recréer un sentiment national, il faut unir la population autour d'une trajectoire de développement. Et il y a un certain nombre de pays africains qui vont bien, qui sont très intéressants. Parmi les petits, vous pensez à qui? Alors souvent, les petits vont mieux que les grands, parce que c'est plus facile de gérer un petit pays qu'un grand pays. Mais le Cap-Vert, le Botswana, l'île Maurice, qu'est-ce qu'on pourrait dire, Christian? Rwanda, que vous citez comme un exemple aussi. Le Ghana. Le Ghana, mais même l'Ouganda. L'Éthiopie qui part de bas. Mais qui... Oui, alors l'Éthiopie, le Rwanda, l'Éthiopie. Mais l'Éthiopie, le problème, c'est que là, il y a une crise alimentaire qui s'annonce, qui est très inquiétante. Et on se demande comment l'Éthiopie va la gérer, parce que pour l'instant, elle renoue avec son habitude très ancienne, qui est de faire appel à l'aide internationale, redistribuée suivant des critères purement internes, c'est-à-dire des critères politiques, en délaissant un certain nombre de régions. Mais il y a partout dans le continent, le Maroc, des pays qui ont pris leur destin en main. Donc, on revient, finalement, on va donner raison à M. Normand. Cette Afrique, elle a aussi un certain nombre de germes d'espoir, et c'est pour ça que faire de l'afro-pessimisme à tout craint, c'est pas non plus une solution. Christian Bouquet? Oui, alors justement, je vais être plutôt afro-optimiste pour finir, en parlant de cette vague démographique qui a quand même une déclinaison parfois positive, c'est tous les mouvements citoyens. C'est qu'actuellement, alors ça peut être peut-être inquiétant pour les élites, inquiétant sans doute pour les pouvoirs en place, notamment les plus autocratiques, mais on voit monter depuis un certain temps, le meilleur exemple en étant le Burkina Faso, des jeunes qui s'organisent, qui pensent, qui méditent, qui réfléchissent, qui font des propositions et qui finissent dans certains cas par renverser l'autocrate au pouvoir. Ça a été le cas du Burkina Faso. Alors il faut être très à l'écoute de ça, sans démagogie, hein. Il faut aussi savoir quelles sont les limites de ce genre de mouvement. La fameuse rucratie dont se réjouissent les Burkinabés n'a pas que des avantages, mais il va falloir être très à l'écoute, parce que c'est eux qui recrutent dans cette vague démographique qui arrive.
Alors très rapidement, Nicolas Normand, Jean-Marc Wissou, en guise de conclusion, très rapide. Votre question, c'était aussi sur les élites. Je pense qu'il n'y a pas assez d'élites aussi en Afrique, c'est un problème. L'Afrique a quelque peu négligé l'éducation. Alors c'est dû à la pauvreté, c'est dû peut-être aussi à la démocratie, parce que ce n'est pas la priorité dans la demande sociale, et c'est un investissement à long terme. Et donc il y a un déficit d'éducation et de formation, et dans les formations universitaires ou supérieures, elles sont souvent pas très bien adaptées aux besoins de l'économie. Donc c'est certainement un des secteurs où la marge de progression, où l'effort doit être porté le plus. Un deuxième secteur, c'est le développement rural. Tout ceci, c'est un peu de la faute des OMD, les objectifs du millénaire du développement, qui étaient des bons objectifs, mais qui ont négligé l'éducation secondaire et supérieure, qui ont mis l'accent seulement sur l'éducation primaire, et qui ont négligé le secteur rural, qui ont négligé également l'électrification. Donc il y a des points faibles dans le développement, on les connaît, il faut traiter ce remède. Il y a un autre point faible, parce que c'est la sécurité, les problèmes d'insécurité qui subsistent. L'aide au développement ne prend pas en compte non plus l'aide aux armées, à la police et même à la justice. Or, il faut quand même que l'État ne soit pas renversé par un groupe de quelques centaines de rebelles ou quelques centaines de barbus dans le désert. C'est important de pouvoir maintenir l'ordre public contre des groupes mafieux, contre des narcotrafiquants, contre des narco-djihadistes, etc. Et quand vous voyez, par exemple, le Niger, il a un budget de défense de 72 millions de dollars par an, à comparer à 35 milliards pour la France ou 600 milliards pour les États-Unis, vous voyez qu'il y a un problème. Donc, c'est quelque chose qu'il faut développer. Mais si on traite ces différents points de faiblesse qui sont connus et qui concernent les États fragiles, je pense que même ces États peuvent améliorer fortement leur situation. Et les autres, il y en a un certain nombre qui émergent, c'est en cours, il faut les encourager par l'investissement privé et par l'ouverture commerciale, l'activité économique. Jean-Marc Wissou, en un mot. Alors, en un mot, merci. Moi, moi, je ne sais pas si l'Afrique se développe, si elle va... je ne sais pas où elle va, très honnêtement. Là, par contre, la chose que je constate, c'est que, comme d'ailleurs beaucoup d'autres régions du monde, elle change très vite. Elle est en train de résoudre un certain nombre de problèmes, ou en tout cas de réagir à un certain nombre de problèmes structurels. Et on peut espérer que ces réactions sur un moyen long terme amènent effectivement des réponses, des réorganisations, des réagencements. J'ai confiance dans le fait que un peu partout sur le continent, les choses vont prendre des tournures un petit peu plus stables une fois cette période qui commence à durer quand même, de déstabilisation achevée, en tout cas de restabilisation achevée. Et par contre, il faudrait poser la question de la définition du développement. On n'a pas le temps, mais c'est une vraie question. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Sylvie Brunel, géographe, professeur des universités à Paris-Sorbonne et auteur donc de nombreux ouvrages, dont le dernier, L'Afrique est-elle si bien partie, aux éditions Sciences Humaines. Christian Bouquet, professeur émérite à l'université Bordeaux-Montaigne et chercheur au laboratoire Les Afriques dans le monde de Sciences Po Bordeaux. Nicolas Normand, directeur adjoint de l'Institut des hautes études de la défense nationale et ancien ambassadeur au Mali, Congo et Sénégal. Et Jean-Marc Wissou, organisateur du Festival de Géopolitique, directeur du Centre d'études en géopolitique et gouvernance de Grenoble, école de management. Pour aller plus loin, je signale le dernier hors-série de la revue Conflit, Afrique, la fin de l'euphorie, point d'interrogation. Également le dernier numéro de la revue Carto, qui consacre son édition à l'Afrique agricole, défis alimentaires et exploitation des terres. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr. Émission signée Marie-France Chatin et Bertrand Éclair à Grenoble, où se tient donc le Festival de Géopolitique. Nathalie Laporte à Paris. Demain, Géopolitique sera consacré à Afrique et monde arabo-musulman, dynamiques et défis. À demain. Merci beaucoup.